Quand Christophe Colomb débarque sur cette terre, il trouve ce qu'il était venu chercher, de l'or. La légende dit qu'il baptise alors cet endroit le Costa Rica, la côte riche. Mais l'or n'est finalement pas si abondant. Cinq siècles plus tard, un survol dévoile la vraie richesse de ce pays d'Amérique centrale. Le trésor est d'une autre couleur. C'est de l'or vert. Coincée entre deux océans, cette terre, 10 fois plus petite que la France, possède près de 6% de la biodiversité mondiale. La forêt couvre aujourd'hui la moitié du territoire. Trois chaînes volcaniques traversent le pays. Une vitrine et un appel de la nature qui séduit chaque année 2,5 millions de touristes. Un chiffre en progression qui fait de ce secteur la première source de revenus du pays. Ici, la protection de l'environnement est inscrite dans la Constitution. C'est un concept de vie. C'est l'équivalent latino-américain de Hakuna Matata. C'est une manière de voir les choses, de bien vivre. La vie est d'autant plus belle qu'ici, pas de bruit de bottes. En 1948, l'armée est supprimée. Mais l'ennemi gronde, des menaces qui ne viennent pas de l'extérieur. Elles viennent du ciel. Les projections pour les 50 prochaines années ne sont guère optimistes. Le pays va être coupé en deux. Une zone où il y aura plus de pluie et une autre où il y en aura moins. On va donc connaître des inondations dans cette zone et des sécheresses très violentes ici. Inondations, sécheresse à répétition, les fléaux à venir sont multiples. Mais dans ce pays de 5 millions d'habitants, les menaces ne viennent pas que du climat qui devient fou. La terre gronde et régulièrement elle se met en colère. Cette petite nation d'Amérique centrale est située sur la ceinture de feu du Pacifique. Le pays compte plus d'une centaine de volcans, dont 7 sont encore actifs. Ils sont surveillés 24 heures sur 24 par l'Observatoire de volcanologie. Donc, voilà, j'ai posé la station à les gaz, et là je peux vous dire, c'est très concentré là-bas. Les gaz sont très acides, en grande concentration. Des volcans qui font paradoxalement la richesse du Costa Rica. S'ils attirent les touristes du monde entier, ils fournissent aussi une partie de l'énergie dont le pays a besoin. C'est l'un de ses atouts pour devenir la première démocratie verte du monde. Les autorités affichent même l'ambition de devenir un modèle pour le reste de la planète. Notre première étape commence à près de 1000 mètres d'altitude. Nous nous rendons sur l'un des volcans les plus actifs au monde. Après 130 années de sommeil, le Turrialba s'est réveillé en 1996. Mais pas de quoi effrayer Tanguy de Saint-Cyr. Directeur d'une agence de tourisme, ce Français de 53 ans emmène régulièrement des clients dans ce coin, abandonné de tous ou presque. Ici, on est à la centrale, c'est un petit village qui se trouve sur les pentes du volcan Turrialba. C'est à l'entrée du parc. Un parc national protégé depuis 1955. Avec 3340 mètres d'altitude, le Turrialba est l'un des plus hauts sommets du Costa Rica. Calme, en apparence, il émet pourtant des fumées blanches, un panache qui provoque des dégâts.
Alors ici, on est à la Silvia, c'est une exploitation agricole. Ici, vous avez ce qui reste de la petite chapelle locale. Toutes les parties métalliques ont été complètement détruites par les gaz acides. Elle a perdu son toit, qui était en tôle. Les clous ont perdu leur tête, mangés par l'acide. Et petit à petit, le bois se tombe petit à petit. Mais c'est pas une éruption qui a provoqué... Alors c'est pas du tout une éruption, c'est simplement l'émanation de gaz acide. Ces gaz sont très corrosifs. J'ai connu l'endroit avec de la vie, une trentaine de personnes qui travaillaient ici. Ils ont dû partir. On est dans une zone qui n'est pas apte à la vie pour l'instant. Ça, c'est ce qui reste des tôles. Reste plus rien du tout. Quand on voit ce que l'acide fait sur le métal, on n'imagine pas ce qu'on peut avoir dans les poumons et autres. Ce jour-là, Tanguy décide de nous emmener au plus près du cratère. À certains endroits, la route est quasi impraticable. Conduite délicate dans une terre qui devient lunaire. Voilà, la route a souffert. À mesure qu'il avance, les paysages deviennent plus sombres. Les traces des dernières éruptions sont plus visibles. Tanguy ne semble pas rassuré. Ouais. Il vaut mieux passer à pied, là, j'ai pas vraiment confiance. Il vaut mieux continuer à pied. La dernière explosion d'envergure s'est produite en octobre 2014. Quand il s'aventure dans cette zone, il part toujours avec un masque à gaz. On ne sait jamais. Vous voyez qu'ici, tout est mort. La végétation a complètement disparu. Les arbres sont tombés. C'est vraiment absolument tout détruit. Nous sommes à près de 900 mètres du cratère. L'air est plus chargé en soufre. On commence à sentir les gaz. Au bout de 30 minutes de marche, nous arrivons dans un village quasi fantôme, un témoin des colères du Turrialba. Ici, on est dans une autre exploitation agricole. Il y a encore 3 ans, il y avait une famille qui vivait ici, une famille d'éleveurs. Voilà ce qui reste de la maison. Tout est en ruine. En 2012, le volcan a connu une activité assez intense. Il y a 800 mètres du cratère à cet endroit, non seulement à cause des gaz, mais des éventuels retombées de blocs, de bombes volcaniques. Les gens ont été évacués. C'est des paysages qui sont fabuleux pour nous parce qu'on les a connus verts, on les a connus habités. Et on revient maintenant, quelques années après, et tout est détruit. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est le cycle de nos volcans. Un volcan qui émet des fumées suspectes. Tanguy est inquiet. Impossible de se rendre à proximité du cratère, trop dangereux. Il décide d'appeler l'un des volcanologues chargés de surveiller le Turrialba. Comme lui, il est français. Allô, Geoffroy? Oui. Je suis sur le volcan Turrialba et je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de fumerolles très très bas. Ah, prends des photos. Au moindre signe d'éruption, ce volcan est placé sous haute surveillance. Mais il faut être sûr d'un danger immédiat. Le lendemain, Geoffroy Havard se rend sur les pentes du Turrialba. Il fait partie de l'équipe d'experts qui ausculte tous les volcans actifs du Costa Rica qui font régulièrement parler d'eux. Pas simple, hein? On va prendre du temps, là. Les photos transmises la veille par Tanguy montrent des signes inquiétants qui pourraient annoncer une prochaine éruption.
On ne sait pas combien de temps on va mettre pour venir au volcan, jamais. Il y a toujours des surprises en route. Et on ne sait pas où elles vont être. Depuis 2010, Geoffroy travaille pour l'Observatoire de volcanologie du Costa Rica. Compte tenu des risques potentiels, le Turrialba est actuellement interdit au grand public. Vous êtes les seuls à avoir les clés, là? En fait, ce sont les rangers et les volcanologues qui ont la clé. Personne d'autre. On est en zone maintenant totalement interdite. Le parc national est fermé depuis 2012. Et personne n'a le droit de monter. Pourquoi il est fermé? À cause de l'activité. L'activité est assez imprévisible et par conséquent, il vaut mieux le fermer. Cependant, malgré que le parc soit fermé, on trouve encore 3 personnes qui vivent là-dedans. On va voir si on les croise. Cette route mène directement au sommet, à plus de 3300 mètres. À cet endroit, un belvédère permet d'apercevoir le cratère et les fumées qui s'en échappent. Mais il est très loin, trop loin. Geoffroy ne veut prendre aucun risque. Salut Rabière, c'est Geoffroy, comment vas-tu? Je suis au mirador du Turrialba. Tu peux me dire comment est la situation? Il appelle ici ses collègues qui disposent d'images envoyées en temps réel par des caméras installées autour du cratère. Muy tranquilo. Très tranquille? Excelente, muchas C'est gracias. très bien, merci beaucoup. Le 29 octobre 2014, le volcan a repris de l'activité de manière sérieuse et a pulvérisé la paroi qui se trouve entre les 2 falaises. Donc tout ce pan de montagne s'est retrouvé volatilisé. Tout le matériau que l'on voit ici, c'est ce matériau-là qui a été émis par les éruptions. Là, on est quand même devant quelque chose d'assez énergétique. Le cratère a été rempli de 2 ou 3 mètres de matériaux. Le lac était 3 mètres plus profond, on le voyait à peine. Le masque à gaz, c'est au cas où. Le masque à gaz, oui, c'est si le vent sent pas bien. Geoffroy sait qu'à tout moment, les conditions climatiques peuvent évoluer et la situation peut se dégrader en quelques minutes seulement. Montagnard aguerri, il fait partie des rares experts au Costa Rica qui s'approchent au plus près du cratère. Donc là, on est à 800 mètres environ du cratère. Et donc, on a encore 2 mm de cendres qui ont été déposés, qui sont le résultat de la volatilisation de la paroi. La cendre est fraîche et glissante. Il faut marcher prudemment. À chaque pas, le risque de voir le sol s'écrouler. Car un peu partout, il y a des crevasses. Là, on voit bien, tu vois que... Donc là, on voit bien sur ce rocher-là, on voit bien qu'il y a le rocher d'un côté, de l'autre côté, c'est tapissé de cendres. Donc on voit bien qu'il y a eu un souffle qui est venu et qui a tapissé les cendres d'un côté, et de l'autre côté était protégé par le vent. J'avais des capteurs ici, ils ont complètement fondu. Donc on était à haute température. Ici, on a eu beaucoup d'impact, beaucoup de... Vraiment, il n'y a rien qui a survécu. Tout, on voit aucune plante n'a survécu d'ailleurs. Pour anticiper tout risque d'explosion, Geoffroy installe différents appareils de mesure. Pour obtenir des informations fiables, il n'a pas d'autre choix que de se rendre au bord du cratère. L'oxygène se fait plus rare. L'odeur du soufre est insoutenable. Pour chaque manipulation, il ne peut pas rester plus de 5 minutes sur place. Donc,
Voilà, j'ai posé la station dans les gaz pour mesurer les concentrations. Et là, je peux vous dire, c'est très concentré là-bas. Les gaz sont très acides en grande concentration. Donc ça irrite énormément les yeux et ça arrache les bronches, même avec le masque. Le matériel est soumis à rude épreuve. Les données doivent être relevées tous les 2 mois. Mais les instruments et les batteries doivent être vérifiés au moins 3 fois par mois. Ce sont des cadenas tout neufs. Ils ont 2 mois. 2 mois de corrosion. À l'intérieur, les batteries ne sont pas en meilleur état. Il faut les changer. Mais le temps presse. Le vent commence à tourner. Geoffroy doit quitter les lieux au plus vite et sortir du panache de gaz. Plus loin, à l'abri des fumées, il observe le lac formé au fond du cratère, un autre indice de l'activité volcanique. Donc on a un lac qui s'est formé au fond du cratère. C'est fréquent, c'est pas rare, c'est parce que toutes les particules fines viennent, et notamment les particules altérées, et ça forme une sorte d'argile qui est imperméable. Donc dès qu'il pleut, ça forme un lac. Il est plus profond qu'il ne l'était la dernière fois, donc la dernière éruption c'était il y a 15 jours. Il a changé sa morphologie de nouveau. C'est-à-dire que là, il peut encore exploser, là. Oui, mais l'activité sismique a diminué, c'est pour ça qu'on est venu plus proche. L'activité sismique a diminué, l'émission de gaz a diminué également, mais sans montrer d'augmentation de pression. Grâce aux fonds alloués par le gouvernement, son laboratoire dispose de moyens importants, comme une caméra thermique qui coûte plus de 50 000 €. La caméra thermique nous sert surtout à voir des changements, éventuellement morphologie, puisqu'il voit plus que ce qu'on peut voir nous. On voit les gaz s'échapper à haute température. Ils chauffent la roche qui irradie l'énergie thermique. Dans des températures qui sont à 700, 800 degrés dans les gaz qui sont émises, bon, c'est sans surprise. Voilà, là on approche, ça y est, des 560, 570, 600 peut-être. On est dans température normale. A priori, pas de danger immédiat, mais il faut rester vigilant et surveiller l'activité volcanique, comme le lait sur le feu. Geoffroy ne quitte jamais le Turrialba sans rendre visite aux seuls habitants des lieux. Coupé, comment están? Ce sont 3 frères qui ont refusé de déménager malgré les risques et les demandes répétées des autorités. Comment? Vous voulez un petit café? Oui, bien sûr. C'est un belvédère exceptionnel ici. C'est exceptionnel, on voit toute la ville de Turrialba en dessous, 80 000 habitants normalement. Bon, là, c'est pas très dégagé, mais c'est fabuleux comme place. La famille est installée sur les pentes du volcan depuis 3 générations. Ce sont les témoins des dernières éruptions. La pluma no viene por aquí. Je l'ai vu d'ici. J'étais chez moi quand les Rangers m'ont appelé en pleine nuit. Ah, ¿a qué hora llamaron? À quelle heure ils ont appelé? Ils ont appelé vers 8h ou 9h. De la noche. De la nuit? Les Rangers nous ont dit que s'il y avait le moindre danger, ils pouvaient venir nous évacuer. Le gouvernement les tolère ici, en fait. Le parc national s'est construit autour de chez eux, ils étaient déjà ici avant. Et donc ils n'ont pas été expropriés, c'est très difficile d'acheter les terrains. Donc ils sont chez eux, et tant qu'ils n'ont nulle part où aller ailleurs, eh ben, ils restent. Malgré les dangers, parce qu'ils ont leur seul moyen de survivre, c'est leurs vaches. Ils en ont 10 ici sur ces terrains, et c'est leur seul moyen de survivre. Si le Turrialba entre de nouveau en éruption, les frères ont tout prévu, une solution de repli, un abri qu'ils ont construit eux-mêmes. Il va où, là? Il va au bunker. Donc apparemment, l'endroit qu'il veut protégerait. C'est donc ça le bunker. Ah, il a un lit, hein. Un matelas. Il peut dormir. Hein? Comme il dit, c'est la nuit dont il a le plus peur du volcan. J'ai un peu de doute sur le toit, mais peut-être. Il doit pouvoir supporter quelques pierres. Après, bon, évidemment, les grosses bombes, j'ai un doute quand même. J'ai un doute sérieux. Mais je suis pas architecte. Vous vous sentez protégé? Oui. S'il se passe quoi que ce soit dans la nuit, on a cet abri.
C'est bien d'avoir construit quelque chose. C'est mieux que rien. Et vous avez peur de quoi la nuit? On a surtout peur des grosses pierres qui peuvent tomber. Fin mai 2016, le Turrialba fait encore parler de lui. La colonne de cendres monte à plus de 3 km de hauteur. C'est la plus forte éruption depuis 2010. Ici, l'histoire montre que les trois frères ne sont pas les seuls exposés aux colères du Turrialba et de son jumeau, l'Irazu, situé à moins d'une dizaine de kilomètres. Les deux volcans menacent la vallée où se trouve la capitale, centre économique du pays. Centre-Océ représente 60% de la population du pays et la principale activité économique du pays. Mais le pire, c'est que le vent vient de derrière nous. Or là, on est sur le volcan Irazu pour regarder la vallée centrale. Donc tout ce qui est volcan Irazu et Turrialba derrière retombe sur la vallée centrale. En 1723, le volcan Irazu détruit Carthago, l'ancienne capitale. Seul témoin du drame, la cathédrale dont il ne reste que les ruines. Par superstition, la population de l'époque préfère construire une basilique, Notre-Dame des Anges, censée protéger la ville. Suivent 15 autres éruptions qui touchent encore la vallée centrale. Plus près dans le temps, le 18 mars 1963, l'Irazu explose encore. Le panache de fumée s'élève sur près de 8 km, en moins de 4 minutes. Plusieurs équipes de télévision filment. Il faut dire que cette éruption coïncide avec la visite historique du président américain John Kennedy au Costa Rica. Ici, pas de lave, mais des bombes volcaniques et des cendres qui retombent partout. Elles envahissent les rues de San José, situées pourtant à plus d'une vingtaine de kilomètres du volcan. Les cendres volcaniques, c'est de la roche très très fine. C'est très abrasif, par conséquent, ça raye les fenêtres, ça s'insinue dans les moteurs, c'est du verre, ça fond à 600 degrés, donc ça devient liquide, donc dans les moteurs, ça les enraye tout de suite. C'est également avec du fer et de la magnétite, par conséquent, ça perturbe, ça peut créer des courts-circuits électriques. La population a du mal à respirer. La ville est complètement paralysée. Bilan, 30 morts et des dégâts considérables. L'éruption se poursuit jusqu'en février 1965, près de 2 ans après la première éruption. Il faut imaginer que 1 mm de cendre bloque toutes les écoles, bloque tout l'aéroport, bloque toute l'activité économique. On demandera aux gens de ne pas sortir chez eux, de ne pas prendre la voiture. 1 mm seulement. Même moins. Et ce n'est rien quand on sait qu'aujourd'hui, la majorité des antennes de communication sont installées au sommet de l'Irazu. Pour les secours, en cas d'éruption, un chaos garanti. Si un tel scénario est envisageable, rien ne dit qu'il se produira à court terme. Mais les experts n'excluent aucune hypothèse, d'autant que d'autres volcans menacent. San José et sa banlieue comptent près de 2 millions d'habitants et plus de la moitié possède une voiture. Aux heures de grande affluence, 5 heures par jour environ, la ville est embouteillée. Faut être patient à San José, hein. Faut être patient, c'est une grande ville avec beaucoup de voitures. Et en proportion de la population, elles sont peu nombreuses, mais cependant, le plan d'urbanisation n'a pas été pensé du tout. Ce matin, Geoffroy se rend sur l'un des autres volcans actifs, situé lui aussi dans la vallée centrale. L'endroit est exceptionnel, avec sa lagune qui domine le cratère principal. Le Poas culmine à plus de 2700 mètres d'altitude.
bienvenue au Poás, un des volcans les plus actifs du Costa Rica. Il est en activité depuis plus de 200 ans au moins. À 200 ans quand même. On ne sait pas davantage parce qu'il n'y a pas d'histoire au Costa Rica écrite de plus de 200 ans. Donc avant, on ne sait pas comment c'était, mais ça fait plus de 200 ans qu'il émet des gaz pour sûr. Dans ce cratère, on a un dôme qu'on voit bien avec des fumerolles dessus, qui a poussé lors de la dernière éruption magmatique en 1953-1955. Et on a des gaz qui sortent en ce moment à 400 degrés à peu près, avec beaucoup de soufre sur le flanc nord. Et on a un lac qui est parmi les lacs les plus acides du monde. Il a un pH de 0, 0,5 en ce moment. Il était négatif il n'y a pas longtemps, et puis je vais aller le mesurer tout à l'heure, donc je saurai mieux plus précisément. Et de temps en temps, ce volcan fait des éruptions phréatiques de grande amplitude, de 400-500 mètres de hauteur, ce qui ramène plus haut que l'horizon là. Mais il y a un danger pour les gens alentour? Même au Mirador, le Mirador ici où on se trouve, on est à 400 mètres à peu près. Il y a un danger respiratoire important. Geoffroy doit encore une fois se rapprocher au plus près du cratère. Vous êtes le seul à pouvoir faire ça. Oui, c'est interdit sinon. Ici, il n'y a que les volcanologues qui vont plus loin. Donc ben, à plus tard. Pour effectuer ces mesures, il n'a pas d'autre choix que de descendre et d'emprunter des couloirs formés par les lares, ces coulées de boue et de lave qui, lors d'éruptions, emportent tout sur leur passage. Cette fois-ci, nous l'observons de loin. Geoffroy restera la journée entière à collecter des données. De retour au laboratoire, elles seront toutes analysées. S'il peut mieux comprendre l'activité du volcan, il lui est impossible de déterminer avec précision la prochaine explosion. Heureusement, au Costa Rica, les volcans ne sont pas seulement une source d'inquiétude. Atout majeur pour le tourisme et l'économie, c'est également un moyen de s'éclairer et de se chauffer. Nous quittons les pentes du Poás pour une région située plus au nord du pays. Si le Guanacaste est surtout connu pour ses paysages à couper le souffle et ses plages paradisiaques, ces volcans attirent aussi des dizaines de milliers de touristes chaque année. Un tourisme durable, à l'image d'un autre secteur, la géothermie. Tous ces volcans ont été très étudiés. Ils ont une activité minime ou sont en sommeil. Mais ils détiennent une richesse dans leurs entrailles. C'est celle-là que nous utilisons. C'est une source d'énergie abondante. C'est naturel, disponible. On doit l'utiliser pour produire notre énergie. C'est un peu notre pétrole que nous allons chercher très loin dans le sous-sol. Cette énergie est propre, pas chère, et elle nous appartient. Elbert Duran est le porte-parole de l'ICE, l'équivalent d'EDF en France. Il nous emmène ici dans l'un des sites où il est possible de voir en surface cette énergie exceptionnelle qui se trouve dans les entrailles du volcan. C'est un tout petit aperçu du potentiel de la géothermie. Une ressource quasi inépuisable qui se trouve sous la couche terrestre. Disponible 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, 365 jours sur 365. Il y a plusieurs années, des hommes visionnaires ont opté pour les énergies renouvelables. La géothermie est merveilleuse. Elle nous permet d'être indépendants du pétrole. Elle nous garantit que malgré les changements climatiques, nous aurons de l'énergie propre pour les futures générations. Cet arc-en-ciel en est le symbole. La géothermie n'est pas la seule ressource renouvelable exploitée par le Costa Rica. Aujourd'hui, elles sont nombreuses et leur potentiel exceptionnel. On a du vent, de l'eau, de la géothermie, de la biomasse.
La maîtrise et l'exploitation de tous ces éléments depuis 1949, c'est la preuve d'une sagesse, et cela nous lance vers le futur. Aujourd'hui, notre réussite est bien méritée. S'il est aussi fier de cette politique, c'est que le Costa Rica est un pionnier en matière d'énergie verte. Dans tout le pays, il existe actuellement une dizaine de parcs éoliens et un site pilote de panneaux solaires. Ces sources d'énergie ne représentent que 3% de la production nationale, loin derrière l'hydroélectricité et la géothermie. L'énergie géothermique est celle qui a le plus petit indice d'émission de gaz. Du coup, elle est considérée comme énergie propre. C'est ce qui fait d'elle la meilleure pour l'environnement. Le respect de la nature, c'est leur leitmotiv. En 1994, les autorités l'ont même inscrit dans la Constitution. Pour les Nations Unies, c'est le bon élève, celui qui dans le monde respecte le mieux l'environnement. Les centrales géothermiques constituent un élément fort de cette politique. Aujourd'hui, le pays exploite seulement 2 volcans. Ici en rouge, alors qu'il en compte plus d'une centaine. Elbert nous emmène sur un nouveau chantier. Nous sommes sur les flancs du volcan Rincón de la Vieja. Le site ressemble étrangement à un puits de pétrole. Sauf que d'ici, d'après les ingénieurs, aucune violence n'est faite à la Terre. Avant d'imaginer le moindre kilowatt, il faut forer longtemps et loin. Sur ce site, ils sont actuellement à plus de 1900 mètres de profondeur. L'objectif est de trouver des poches de chaleur gorgées d'eau. Quand on fore, on n'est jamais sûr à 100% qu'il y aura assez d'énergie pour alimenter le puits d'une centrale. Il y a d'autres sites que nous aimerions exploiter. Mais il faut d'abord prospecter. Cela veut dire investir et prendre des risques. L'investissement, pour commencer, est très important. Le risque et l'incertitude sont aussi conséquents. La géothermie, ce n'est pas facile. Mais une fois qu'on y arrive, c'est formidable. Ce site deviendra peut-être la 7e centrale géothermique du pays. Les 6 premières centrales fournissent déjà près de 15% de l'énergie du Costa Rica. À terme, l'objectif des autorités est d'atteindre 40%. Mais comment parvient-on à transformer les colères volcaniques en chaleur, puis en électricité ? Ici, c'est le réservoir géothermique. La chaleur que crée le volcan, c'est comme un réchaud à gaz dans une cuisine. C'est comme une sorte de cocotte-minute géologique qui se remplit d'eau et crée de la pression. On tire profit de cette chaleur engendrée par le volcan pour alimenter notre cocotte-minute. Un principe simple, mais qui nécessite une technologie de pointe et une surveillance étroite. Miravales n'est pas un volcan actif, au contraire du Rincón de la Vieja. Mais on prend toutes les précautions qu'il faut pour éviter toute catastrophe naturelle qui pourrait se produire. « 24 heures sur 24, de la vapeur s'échappe de cette centrale qui ne chôme pas. Une légère odeur de soufre plane sur cet immense site de 42 km de tuyaux qui relie les turbines aux 25 puits de production. L'énergie produite est gérée à plusieurs centaines de kilomètres de là. Nous sommes de retour à San José. C'est dans l'un des quartiers de la capitale qu'est situé le centre de contrôle de l'énergie. Sorte de garde-triage, ici arrive et repart toute la production d'énergie qui va être utilisée par la majorité des 5 millions d'habitants que compte le pays.
Sur cet écran-ci, on peut voir la distribution de l'électricité générée par chaque type d'énergie. Comme vous pouvez le voir, en ce moment, 100% de notre électricité est produite avec des sources renouvelables. Quand les ingénieurs ont besoin d'ajuster la production, ils peuvent le faire d'ici. Ils peuvent décider d'accroître ou de baisser la production d'électricité. Ils peuvent contrôler le parc hydroélectrique en fonction des besoins du moment. Au début de l'année 2015, le système fonctionne pendant 3 mois en n'utilisant que des énergies renouvelables. Une telle réussite n'est possible qu'avec des investissements conséquents dans les énergies propres. Le Costa Rica en est conscient. Sans gaz, sans pétrole ou charbon, il profite de ses propres ressources. Et elles paraissent abondantes. Témoin, ces cascades spectaculaires. Il faut se rendre au cœur de la jungle pour voir comment ce pays utilise ses ressources naturelles. Ici, l'eau est le moteur de l'un des plus grands chantiers d'Amérique centrale. Au milieu du canyon où coule le fleuve Reventazón, un projet pharaonique, 130 mètres de haut, 760 000 mètres carrés de béton, 29 000 tonnes d'acier. Un complexe à plus d'1 milliard d'euros, un budget qui montre l'ambition démesurée de ce tout petit pays. C'est la structure hydroélectrique la plus grande que le pays ait jamais construite. Nous apportons 305 mégawatts d'énergie. C'est pour l'ICE les travaux les plus importants depuis 67 ans. Pour éviter toute mauvaise surprise, les concepteurs de ce barrage ont tout prévu. Même les pires scénarios. Il faut dire que lors de sa construction, le site a été frappé par de violentes inondations. Lors de ce déluge, les infrastructures ont été si malmenées que le complexe a été renforcé de toutes parts. Ce déversoir qui se trouve devant nous peut transférer plus de 3000 mètres cubes d'eau par seconde. Pour vous donner une idée, avec un débit aussi important, si cela se produisait, il faudrait qu'il y ait un énorme déluge. Et la dernière de nos préoccupations, ce serait le barrage, parce que le pays serait dans une situation très, très difficile. Un barrage à toute épreuve et qui produit de l'électricité à plus de 500 000 familles. Ce barrage, et c'est l'une des grandes fiertés nationales, n'a eu recours qu'à des ingénieurs locaux. C'est un chantier conçu, construit et opéré par et pour des Costariciens. Un symbole. Un symbole fort qui démontre la volonté du Costa Rica de devenir la première démocratie verte du monde. Une démocratie absolument pas polluée par le pétrole ou le charbon. Année après année, le pays prouve qu'il peut exploiter ses propres ressources naturelles pour vivre heureux. Un autre exemple, l'agriculture. Retour sur les pentes de l'Irazu. Ici, on ne parle que des bienfaits du volcan. Et depuis les airs, cela saute aux yeux. Les exploitations agricoles se succèdent. Federico Gutiérrez Berry possède des terres dans cette zone où coule une petite source. Une chance qu'il partage avec tous ses voisins car ici, l'eau n'appartient à personne. C'est là où la rivière Biris prend sa source, juste sur les pentes de l'Irazu.
C'est un endroit très important. Sans cette eau, pas d'agriculture. Sans cette eau, on ne pourrait pas produire autant. Notre développement est lié à l'eau qui vient de ce volcan. Toutes les fermes aux alentours l'utilisent pour faire tourner leur exploitation, leur élevage. Il faut absolument que cette source continue à exister. Cette source, miraculeuse, permet aux agriculteurs de fournir les marchés de la capitale et de ses environs. Avec 2 récoltes par an, les flancs du volcan Irazu fournissent par exemple 90% de la production nationale de pommes de terre. Mais ce n'est pas tout. Grâce à Dieu, je suis la 5e génération à gérer ces terres. Nous, ici, on cultive des pommes de terre, des carottes, des choux aussi. C'est une terre noire, fertile, pratiquement sans pierre. Elle est parfaitement adaptée à notre type d'agriculture. Propriétaire et restaurateur, Federico offre à ses clients les produits de ses champs qui se trouvent à moins de 2 km du cratère. Un atout considérable à ses yeux. Ces carottes, on les a plantées il y a 6 mois environ. On va les apporter au restaurant pour les cuisiner. Elles sont énormes. Oui, elles sont prêtes à être vendues. Elles sont bien mûres. Vous pouvez voir la belle couleur orange. C'est grâce à cette terre très fertile. Aujourd'hui, Federico n'a pas de soucis pour cuisiner. Mais qu'en sera-t-il demain? Si le restaurateur veut rester optimiste, la famille qui gère son exploitation depuis des générations sent bien, elle, qu'il n'y a plus de saison. Les temps changent. On voit un changement climatique très important. C'est difficile de faire votre travail? Oui, très difficile, bien sûr. Dans le passé, on pouvait dire qu'il y avait un été très intense. Maintenant, ce n'est plus le cas. Après décembre, il peut y avoir de la pluie. Et en plein mois de mars, il peut y en avoir aussi. C'est très dur. Mais qu'allez-vous faire? Rien, à part se fier à Dieu et continuer d'avancer. De toute façon, il n'y a pas d'autre option. Les autorités savent qu'il est impossible de lutter contre la nature. Alors, elles tentent d'anticiper les bouleversements pour mieux préparer sa population. À la météo nationale, les experts ont déjà établi les hypothèses les plus crédibles. Le pays va être coupé en 2. Une zone où il y aura plus de pluie et une autre où il y en aura moins. On va donc connaître des inondations dans cette zone et des sécheresses très violentes ici. Mais vous avez déjà connu 4 ans de sécheresse. Ça peut être pire. Oui, parce que les sécheresses vont être plus récurrentes, plus fréquentes. On pourrait avoir 4 ans de sécheresse et 2 années normales, puis à nouveau 4 années de sécheresse. Des prévisions qui ne sont pas prises à la légère. La plupart des secteurs qui rapportent de l'argent au pays sont ou seront touchés à plus ou moins long terme. Comme le café, l'un des fleurons de l'économie. En tournée au centre du pays, le chef de l'État prépare sa population à des jours moins heureux. Nous sommes à San Marcos de Tarazu. C'est la région où l'on produit l'un des meilleurs cafés arabica au monde. Une production de café à 80% équitable. Comme chaque année, les producteurs célèbrent la fin des récoltes. Ce que je me dois de leur dire, c'est que la manière dont ils ont par le passé produit le café ne sera pas celle qu'ils utiliseront à l'avenir. S'ils ne changent pas leur méthode, c'est probable qu'ils ne produiront plus de café. Dans la région, les producteurs commencent déjà à s'adapter. Avec la hausse des températures, ils cultivent leurs graines toujours plus haut dans les montagnes. Nous sommes à près de 1900 mètres d'altitude. Hugo Espinosa ne participe pas à la fête du village. Et pour cause,
produire plus haut repousse le moment de la récolte. Il dispose ici de parcelles de 7 hectares environ. Les 2 saisonniers qu'il a recrutés viennent du Panama voisin. Une main-d'œuvre moins chère. Depuis quand vous ramassez du café? Depuis que j'ai 5 ans. C'est difficile? Non, ça fait partie de ma vie. Ma vie, c'est le café et l'agriculture. Et avec les changements du climat, vous n'avez pas peur de perdre votre travail? Oh si, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de maladies. Le climat est plus chaud à cause des changements climatiques. Il y a plus d'incertitudes. Le café rapporte peu et il coûte beaucoup plus à produire. Nous, on travaille surtout pour payer les coûts. Rien ne va dans notre poche. Mais c'est notre boulot. C'est ce que nous savons faire et nous le faisons bien. Aujourd'hui, ce savoir-faire ne suffit plus. Hugo, comme la plupart des petits producteurs, vend son café à une coopérative locale qui le revend à l'étranger. Georges Ortiz dirige l'une d'entre elles. Pour lui aussi, les temps changent. Il y a 5 ans, on terminait la récolte et on partait en famille à la plage. Maintenant, je ne sais pas. Hugo, depuis combien de temps tu n'es pas allé à la plage? J'ai oublié. Il ne sait plus. Et il n'est pas le seul, hein. C'est ça qui nous fait de la peine. Cette région est en danger? Oui, car le producteur a de moins en moins de revenus pour assurer une bonne qualité de vie à sa famille. Il doit faire des sacrifices sur la nourriture et sur les vêtements. Pareil pour sa camionnette, qu'il a du mal à entretenir. Tout ça parce qu'il doit investir chaque jour pour lutter contre les nouvelles épidémies qui attaquent le café. Avec la hausse des températures, les producteurs sont confrontés à des fléaux de plus en plus nombreux. Jusque-là, la chaleur les obligeait à installer leurs plantations toujours plus haut. Mais pour Anaïs Lamour, une jeune chercheuse française, le pire scénario n'est pas à exclure. Vous imaginez qu'un jour, peut-être, il va falloir changer de culture ici? Si on continue sur des tendances de température si fortes à la hausse, ouais, clairement. Parce qu'on arrive sur des niveaux de hauteur sur les montagnes voilà, où on ne peut plus aller chercher des terres plus fraîches en altitude parce qu'il n'y en a juste plus. On n'a plus de terre disponible en fait pour aller chercher des températures plus fraîches. Avant de planter d'autres arbres, d'autres cultures sur ces flancs de collines, Anaïs tente d'accompagner les petits producteurs locaux vers de meilleures pratiques. Imaginer qu'il n'y ait plus ici de champs de café est pour elle difficile à accepter. D'autant que cette région et ses grains jouissent d'une très grande réputation dans le monde. C'est vrai qu'il est sacrément bon. Et la preuve, entre autres, c'est toutes les entreprises américaines, les grandes chaînes cafetières qui viennent acheter leur café ici. La majorité des cafés produits ici sont labellisés Café de Tarazu, une identité connue et reconnue. Mais les 600 producteurs locaux ne vont-ils pas devoir changer de culture? Si pour Anaïs, il faut imaginer cette hypothèse, au Costa Rica, cette question se pose pour tous ceux dont l'activité et la vie dépendent directement du climat. Le chef de l'État en est bien conscient. L'année dernière, nous avons perdu 20% de nos plantations de bananes à cause des pluies du côté des Caraïbes. Au même moment, on avait une importante sécheresse à Guanacaste, l'une des régions où nous produisons du bétail. Je suis préoccupé et nous faisons ce qu'il faut, j'espère, pour atténuer l'impact des changements climatiques au Costa Rica. Mais c'est un problème mondial. Ce n'est pas un problème que mon petit pays peut résoudre par lui-même. On peut innover, essayer de nouvelles expériences, mais c'est difficile de changer la situation tout seul. C'est pour cela que l'on croit autant aux actions multilatérales. Pour le président Solis, ce sont tous ces pays qui, par leur mode de vie, accentuent les changements climatiques. Les accords signés à Paris lors de la COP21 vont dans le bon sens. Mais il faut aller encore plus loin, dit-il, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Seul moyen de réduire la hausse des températures. Une parole et des actes. À l'Université de la Terre, on apprend les bonnes pratiques pour parvenir à la neutralité carbone.
Apprentissage dans toutes les langues, dans des domaines aussi variés que l'industrie ou l'agriculture. África y Caribe, acá en este círculo rápido. Allá y Caribe, venga. I'm from Colombia. Moi, je viens de Colombie, mais je ne suis pas le seul étranger. On a des étudiants qui viennent d'Afrique, d'Amérique centrale et du monde entier. Futurs techniciens ou ingénieurs agronomes, plus de 400 étudiants découvrent les techniques mises au point ici par des experts. L'objectif est de leur apprendre à travailler tout en limitant au maximum les émissions de carbone ainsi que la pollution. Vous voyez qu'ici, on conserve les bousses de vache. On y laisse les animaux et leurs excréments vont petit à petit se transformer en engrais naturel. Cet engrais est ensuite envoyé dans nos plantations de bananes. L'idée est de ne jamais utiliser de pesticides. Tout doit être recyclé. De ce côté, on a des vaches qui peuvent manger les déchets issus de la production de bananes. Si on les jette dans la nature, ça pollue. Alors qu'ici, cela sert à nourrir les animaux. Nous voulons être un modèle qui pourrait être facilement dupliqué dans les pays d'où proviennent nos étudiants. On a des élèves de plus de 40 pays différents. On peut alléger les émissions de carbone au niveau de la planète en tirant profit des déchets et générer aussi de l'énergie. Partout, les initiatives de ce genre se multiplient au Costa Rica. Mais le temps presse. Les autorités savent que ce climat qui devient fou pousse de plus en plus de personnes à venir s'entasser dans les bidonvilles de San José. S'adapter au plus vite au bouleversement climatique, c'est aussi enrayer cet exode rural. Pour le Costa Rica, réussir un tel défi, ce sera assurément imposer un modèle au reste de la planète.